Mesdames et messieurs, en attendant qu'on m'apporte ma chaise, je vais, pour ne pas perdre de temps, introduire ce panel dédié à l'armée de terre et à la conflictualité terrestre. Dans un environnement, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, qui se durcit politiquement, et quand il se durcit jusqu'à la rupture, jusqu'au conflit, la plupart du temps, ça se passe à terre. Même si on l'a évoqué ce matin avec l'armée de l'air, et je pense qu'on le dira demain avec la marine, que ces deux autres milieux sont déterminants et peuvent faire perdre la guerre. Mais généralement, au final, la guerre, elle se gagne à terre, parce que c'est là que vivent les gens. Et nous avons là, ici, des responsables en charge, qui ne sont pas donc des commentateurs ni des experts, mais des gens en responsabilité, qui sont chargés de conduire les opérations que leurs forces armées terrestres mènent et qui sont chargés également de préparer la guerre qui vient. Donc, extrêmement lourde responsabilité dans la période que nous vivons aujourd'hui. Et donc, je les remercie d'avoir pris un peu de temps pour venir échanger avec vous, entre eux et avec vous, et devant vous et après avec vous, pour parler pour présenter leur vision de ce qui se passe pour eux dans ce domaine. Nous avons donc deux chefs d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, français, le lieutenant-général Andréo Choudeloulis, grec, donc Chief of the Hellenic Army. Nous avons le lieutenant-général Paulo Maia Pereira, qui est Commander of the Portuguese Land Force, qui commande donc pas le CEMAT, mais la composante terrestre portugaise, et ce sera le cas de ses partenaires. Que je ne me trompe pas, excusez-moi. Le major général Rafael Colomer Martinez del Peral, qui est vice-commandeur des Land Forces, donc des forces terrestres, de la composante terrestre espagnole. Le lieutenant général Salvatore Camporeale, commandeur de l'Italian Land Operation Force. Et enfin, le colonel Cuco César, qui commande la même chose en Roumanie, Commander of the Romanian Land Forces. Ah ben, je vais me mettre là-bas du coup, très bien. Mais je finis. Donc je vais, pour tout le monde, je passe en anglais, puisque tout le monde parle anglais sur l'estrade, et donc si vous devez mettre la traduction, c'est le moment. Donc aujourd'hui, dans notre région, il y a actuellement deux guerres en cours. La guerre Israël-Hamas, qui fait la une des journaux actuellement, qui est plus ou moins un conflit classique asymétrique, avec une question un peu spécifique, c'est-à-dire c'est un conflit urbain et le risque de dommages collatéraux évident, et la guerre de l'information qui y est associée. Donc je pense que ça résume un peu ce conflit Israël-Hamas. L'autre guerre, c'est celle d'Ukraine, évidemment, une guerre à forte intensité qui soulève la question de la qualité, parce que vous avez une guerre de pair à pair, donc la qualité des armes, la qualité des capacités, et en même temps la quantité, parce que vous avez beaucoup de pertes, la quantité au niveau des armes utilisées, des armements, des munitions, etc. Donc, quantité et qualité. Donc, ma question est très claire, en même temps très élargie. Quelle est, pour chaque armée, quelle est votre analyse personnelle de ces conflits? Quelles sont les conséquences on peut tirer pour l'avenir? En termes stratégiques, qu'est-ce que ça signifie? Mais également en termes de la conduite des opérations, en termes de besoins, en termes de capacité, de développement des capacités. Donc voilà, question simple,
réponse difficile, mon général. Merci beaucoup, amiral, de nous accueillir ici. Merci aussi à mes camarades des forces armées terrestres des pays du sud de l'Europe d'avoir pris de leur temps pour venir ici et nous parler de ce sujet. Comme vous l'avez dit, on est à un moment très particulier. On est à un endroit également aux frontières sud de l'Europe. On se retrouve dans le même bateau finalement et donc il nous faut aller de l'avant. Comme vous l'avez dit, nous sommes responsables. Nous sommes tous des responsables ici. Donc ce n'est pas seulement ce qu'il faut faire, mais il faut resserrer les liens entre nos armées et il faut proposer de le faire de manière à proposer à nos pays respectifs d'être en mesure de prendre en compte la sécurité de la défense collective pour l'OTAN et l'Europe et également l'implication vis-à-vis de la mer Méditerranéenne et la rive sud de la Méditerranée et même au-delà. Donc, le premier point que je voulais soulever, c'était de souligner l'importance qu'il y a un moment, nous sommes dans le même bateau et nous sommes au même endroit. Donc, c'est un moment particulier avec la révolution technologique, avec la séparation du monde entre le nord et le sud, cette rupture, avec le retour de ces guerres dans les parties orientales de l'Europe et également au Moyen-Orient. Donc, au Proche-Orient, ce moment, cette période nous conduit à justement voir qu'il faut qu'on aille de l'avant. Nous sommes dans une nouvelle ère stratégique et il est important, il est urgent que nous trouvions de nouvelles solutions. Et l'espace dans lequel on se trouve, finalement, fait appel à nos armées parce que nous sommes aux frontières, nous sommes en Europe, nous sommes dans l'OTAN et donc nous sommes tous concernés par la question de la défense collective vis-à-vis de la menace de la Russie, mais également vis-à-vis de l'extérieur. Et nous avons des liens tout à fait particuliers, des connaissances spécifiques, une histoire particulière et des responsabilités particulières vis-à-vis de ce nouvel espace. Et c'est la raison pour laquelle je souligne qu'on est dans le même bateau. Deuxième point, c'est comme on est dans le même bateau, je crois qu'il nous faut travailler de manière à ce que, et ça c'est une réponse stratégique, nous devons être en mesure d'établir des liens qui nous permettront de proposer à nos États, à nos nations, d'avoir une appréciation comparable au sein de l'OTAN et vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, dans les années à venir, je propose à mes collègues, à mes camarades, je vais travailler là-dessus dans ce sens pour ma part, de mettre en place, de donner la possibilité d'avoir une réponse commune. Bon, nous sommes à la frontière, donc il faut qu'on se tourne vers le nord et l'OTAN dans le nord se réorganise ses forces terrestres par le biais du NFM, le New Force Model de l'OTAN, pour assurer une meilleure sécurité. Et l'idée de l'OTAN, c'est que maintenant les choses sont réelles. Ce n'est pas simplement une déclaration de nos forces, mais nous devons avoir un schéma qui prévoit une entrée en guerre. Donc vous devez, vous les pays, vous les nations, vous les armées, être prêts à mettre en place des brigades, des unités prêtes à combattre en Europe. Parce que les pays qui sont aux frontières de l'OTAN défendent leur sol. Et donc, évidemment, il y a aussi l'Orient, mais on est en deuxième ligne. Mais il y en a certains qui sont plus proches de la première ligne. Et donc, on va nous demander d'agir ensemble pour prévoir des unités capables de défendre l'OTAN ou les pays de l'OTAN. Et donc, en même temps, il faut être prêt à proposer des solutions, à s'impliquer
à d'autres endroits, comme par exemple aux frontières de la mer Méditerranéenne. La question de la Méditerranée, par exemple, vis-à-vis de l'immigration, des migrations, compris le Proche-Orient, par exemple, il faut aller plus loin que ce que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et il faut aussi prendre en compte l'Afrique, le Moyen-Orient et l'océan Indien. Et donc, de donner la possibilité au niveau de la coalition de proposer à cette coalition, d'établir des liens spécifiques, à s'assurer que nos armées sont interopérables. Pour le moment, nous travaillons plutôt sur des approches bilatérales, mais de plus en plus, je crois qu'on nous demande d'avoir des réponses multilatérales, des capacités multilatérales, de manière à pouvoir proposer des solutions à nos pays, à nos États respectifs. Donc nous sommes dans le même bateau, encore une fois, et nous sommes à un moment où il faut apporter des réponses stratégiques, et c'est une opportunité de renforcer les liens entre nos armées, de manière à mettre en place finalement une coalition permanente des gens de bonne volonté. Et mon dernier point, c'est qu'il y a une question de puissance, de pouvoir aussi. Vous avez parlé de force, pardon. On a parlé de guerre à haute intensité. On a vu avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est le symbole d'une guerre à haute intensité. Mais ce qu'il nous faut dans cette guerre, il faut la même chose dans les futurs conflits. Ce que l'on voit dans la bande de Gaza, par exemple, c'est la même chose. Simplement pour prendre un exemple, un jouet en kit a détruit le char d'assaut le plus puissant, simplement en lançant une grenade dessus. Donc, il faut qu'on développe les outils permettant de se protéger contre ces jouets, ces drones jouets, qui ont détruit un des chars d'assaut israéliens les plus puissants du monde. L'étape suivante, c'est une question d'adaptabilité, la capacité d'être absolument polyvalent, parce qu'encore une fois, nous sommes aux frontières, et il nous faut être capable d'assurer une défense collective, d'assurer une défense à haute intensité et d'avoir une application collective. Et on veut se sortir. Il nous faut atteindre le double standard. Et donc, trouver la façon d'agir, c'est avec l'interopérabilité, qui évidemment repose sur une question d'équipement, de procédure, de process. Il faut qu'on travaille là-dessus. C'est une question aussi de connaissances et d'échanges, de connaissances communes au plus haut niveau. C'est ce qui est fait ici, mais aussi au niveau des états-majors, par exemple. Je pense que c'est le moment, il faut bouger. Encore une fois, on est sur le même bateau. Et il faut que l'on développe, il faut qu'on développe les possibilités permettant d'avoir une réponse stratégique pour l'avenir de notre continent. Et comme nous sommes aux frontières, ça peut être soit au niveau de la défense collective ou en même temps pour la partie sud. Donc plus d'interopérabilité pour résumer. Merci, Général. Mesdames et messieurs, allez-y. C'est bon. Mesdames et messieurs, chers collègues, j'aimerais remercier mon ami Pierre de l'armée française d'avoir invité l'armée grecque. Je suis impressionné par l'organisation, la qualité des orateurs et les présentations. Merci beaucoup pour tout cela. Et de plus, j'aimerais également saluer les orateurs autour de cette table ronde, tous des amis du sud de l'Europe. Pour ma part, c'est un honneur d'être devant vous comme chef d'état-major de l'armée de terre grecque et un plaisir de participer à cette réunion d'experts de l'Europe du Sud. Les convergences, les efforts de coopération entre les nations
du sud de l'Europe pour ce qui est de la défense et des armées terrestres. C'est un sujet très important qui devient de plus en plus important lorsqu'on considère les questions de sécurité. Donc, la mer Méditerranée nous a connectés depuis des siècles. Il est donc naturel que nos inquiétudes en termes de sécurité, nos aspirations nous unissent plus que jamais. C'est historique. Dans ce dialogue, il importe que nous connaissions nos forces, les forces que chaque État peut amener autour de la table. Nous ne sommes pas des entités isolées, mais on fait une partie intégrante d'un tout lorsqu'il est question de la sécurité et de la prospérité du sud de l'Europe. Notre région, avec ses paysages différents, son histoire, etc., a longtemps été confrontée, souvent été confrontée à des défis, des difficultés politiques et beaucoup de problèmes au niveau politique. Par exemple, Méditerranée, avec sa signification stratégique, a toujours longtemps été à la croisée des chemins de conflits internationaux. L'environnement que nous connaissons en Méditerranée présente un paysage dynamique, complexe. Le sud de l'Europe représente une sélection de différents paysages, par exemple des montagnes, des régions maritimes, etc. Et donc qui complexifie les approches en matière de sécurité par rapport au terrain. L'Europe du Sud avec ses zones côtières, etc. et ses frontières avec l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud est exposée avec beaucoup de défis. Dans les années récentes, la question sécuritaire dans le sud de l'Europe a été beaucoup bousculée. Les notions traditionnelles de sécurité basées principalement sur la défense territoriale ont évolué dans des concepts interconnectés plus complexes, comme par exemple les questions transnationales, le terrorisme, les migrations illégales. Et tout cela, on y est confronté. Quelle que soit notre région, l'émergence de guerres hybrides et de menaces diverses ajoute à la complexité. Et le domaine terrestre ne se confine pas aux questions traditionnelles. L'importance des actifs de l'espace aérien ajoute encore des problèmes. On ne traite pas seulement de l'aspect terrestre, mais également de l'air et de l'espace. Donc, il y a des défis conventionnels, non conventionnels, qui sont tous interconnectés et interdépendants. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins où l'unité entre les pays du Sud n'est pas seulement souhaitable, mais impératif. C'est un impératif. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne reconnaissent pas les frontières. Dans ce nouveau contexte sécuritaire, la résilience, l'adaptabilité sont des éléments essentiels pour protéger nos citoyens et sécuriser nos frontières. Donc, le développement et la prospérité de nos nations dépendent de cela. Dans ce contexte, nous devons exprimer notre engagement, ce que l'on connaît, ce que l'on sait, ce que l'on veut. On connaît la signification historique de nos nations, les grands empires, etc., qui ont parsemé le cours de l'histoire. On connaît l'importance stratégique de l'Europe du Sud avec ses couloirs maritimes, etc., ses routes commerciales, etc. Cette connaissance est importante pour justement assurer une bonne coopération pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. On sait également que les défis auxquels nous sommes confrontés sont multifaces. Elles passent des menaces des États, aux menaces qui ne concernent pas nécessairement les États, aux menaces hybrides, aux menaces de terrorisme, etc. Dans les zones... Donc, pour faire face à ces défis de façon efficace, il faut être bien informé, bien préparé. Nous voulons dans une Europe du Sud qui peut vivre dans un environnement de paix et de prospérité.
Nous voulons que nos pays, nos nations et nos citoyens soient à l'abri des menaces, que ce soit sur Terre ou même dans l'espace. Nous voulons maîtriser le potentiel de nos régions et tirer avantage et justement assurer le bien commun. Bon, tout ça est possible, mais ça implique l'engagement, l'innovation. Nous devons nous adapter à l'évolution des menaces et à proposer différentes approches. Nous pouvons atteindre ces objectifs. Nous pouvons créer des liens forts entre nos forces armées. Nous pouvons partager nos meilleures pratiques, nos expériences. Nous pouvons organiser des exercices conjoints qui vont améliorer notre interopérabilité, comme l'a dit mon ami Pierre. On peut investir dans les technologies, dans différentes capacités nous permettant de faire face aux menaces émergentes. On peut établir un cadre de sécurité collectif qui traduit les réalités de nos régions. En travaillant ensemble, on peut s'assurer que l'Europe du Sud reste finalement un berceau de civilisation et de sécurité, même dans un contexte très complexe. Le fait de développer une compréhension des menaces transnationales et de coordonner nos efforts pour les contrer, il faut que collectivement, on évalue les menaces dans chacune de nos régions et développer justement une meilleure compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons travailler. Il faut qu'on s'assure que nos politiques de défense soient complémentaires et contribuent à la stabilité régionale. Nous ne sommes pas loin d'y arriver parce que nous sommes tous membres d'organisations internationales régionales comme l'OTAN, par exemple, et l'Union européenne. Donc, le renseignement également très important dans la lutte des menaces. Il faut qu'on améliore cette coopération au niveau de l'intelligence et du renseignement. Organiser encore une fois des exercices conjoints. On peut améliorer l'interopérabilité de nos forces armées pour répondre aux crises. L'investissement dans la recherche et développement pour des capacités de défense modernes, sophistiquées, y compris une surveillance accrue, par exemple, des systèmes d'alerte précoce, de manière à ce qu'on soit prêt à faire face aux menaces. Donc, il faut qu'on renforce les liens régionaux et développer la confiance. Les changements climatiques, par exemple, menaces, sont une menace également. Il faut également que l'on étudie finalement les changements du niveau de la mer, par exemple, l'impact que ça a sur la sécurité. Il faut être très pratique sur toutes ces questions. Développer une approche unifiée à la gestion des crises, c'est essentiel pour la stabilité de la région, de se soutenir mutuellement. Au niveau du développement, l'amélioration de nos capacités peut renforcer la résilience de nos nations. En conclusion, bon, il y a beaucoup de défis à relever, mais le chemin du succès est clair. Le dialogue, l'engagement mutuel, etc., nous pouvons dépasser et vaincre ces défis et assurer la sécurité du sud de l'Europe. Moi, j'attends avec plaisir, justement, les résultats des discussions de cette table ronde. Je pense qu'ensemble, on peut faire de grands pas pour arriver à assurer un sud de l'Europe résilient, sécurisé, etc. Bon, je vous remercie. Bon, la question est très, très large, donc j'espère que mes réponses seront à la hauteur. Merci beaucoup. Merci, Général. Thank you and, for the... Merci à l'organisation pour cette perspective stupéfiante et ces possibilités qui nous sont données de parler de l'approche des conflits terrestres. Merci, Général. Donc, mon objectif est de vous donner notre point de vue. Et la première chose sur laquelle je souhaite insister, il n'y a plus de paix, d'opération de paix. Il n'y a que un changement
des états d'esprit que nous mettons en... Nous ne sommes plus dans un environnement, si on parle information, si on parle militaire, si on parle en termes de technologie, il n'y a plus de... Nous devons être focalisés, comme l'a dit le général. Nous devons nous focaliser sur deux choses. D'abord, la guerre cinétique. Donc ça, c'est notre objectif. La deuxième est une approche sur la guerre asymétrique, informationnelle, cyberguerre. Une autre chose dont je souhaite parler, c'est la Méditerranée. La Méditerranée est ouvre deux choses. D'abord, c'est un élément de croisement et d'unité. Nous, dans le Nord, comme le général vient de le dire, nous devons coopérer, nous devons collaborer, nous devons affecter, nous devons être interopérables. Nous devons utiliser toutes les organisations qui existent, l'Union européenne, l'OTAN. Donc voilà, pour aller vers pour examiner le Sud. Mais le Sud ne s'arrête pas. Le Sud ne s'arrête pas à notre Sud. Je pense que la clé pour nous, c'est d'avoir une présence qui va bloquer en fait l'influence vers le Nord pour éviter, pour ceux qui veulent empêcher nos modes de fonctionnement. Et la guerre, la guerre se gagne sur le terrain. Désolé pour la marine, désolé pour l'aviation, mais c'est la réalité. Une guerre se gagne sur le terrain. L'Ukraine nous a montré que seuls les combats terrestres peuvent permettre la victoire. Israël fait exactement la même chose actuellement. Mais ce dont nous avons besoin pour être plus précis, c'est d'être présent et d'utiliser les choses, les initiatives, toutes les initiatives stratégiques que la France a lancées en 2018. Utiliser l'Union européenne, les missions de formation européenne, d'entraînement. Si vous voyez tout ce qui se passe actuellement, nous réfléchissons les conflits, par exemple, des organisations non étatiques de mercenaires qui, aujourd'hui, pourraient mettre en danger nos approches et nos civilisations. Nous devons coopérer pour nous approprier tout cela. Mais, avant cela, nous devons nous aligner entre nous. La technologie est stupéfiante. Nous devons l'utiliser de la façon la plus élargie possible avec tous nos critères, nos objectifs, et nous focaliser sur ce que nous voulons. Il faut être multidimensionnel, et être multidimensionnel, c'est d'abord de se mettre d'accord au niveau des activités, au niveau de la guerre de l'information, des opérations humanitaires, de les regrouper, et ensuite les améliorer ensemble. Et ça, c'est le point sur lequel je veux insister. La position portugaise, c'est utiliser le 5+5, utiliser l'initiative stratégique, utiliser l'Union européenne, les initiatives de formation, les approches dont nous disposons avec notre présence de l'Atlantique à la Terre et de la Terre à la Méditerranée. Donc c'est l'approche que nous devons mettre en œuvre pour éviter et pour traiter les racines des problèmes et les menaces auxquelles nous sommes confrontés au Sud. Mais en même temps, comme le général l'a dit, fort à propos, nous devons disposer d'armées bidirectionnelles qui vont vers le Sud et qui vont changer et qui vont regarder vers l'Est. Et ça s'appelle la guerre. Donc, si nous voulons nous préparer pour la guerre, nous pouvons changer le basculement vers le Sud. Donc, notre point focal, c'est
d'avoir de l'interopérabilité, c'est de développer et de disposer des mêmes technologies que celles de nos partenaires et alliés. Il faut utiliser ces technologies, utiliser les procédures tactiques au niveau tactique. Parfois, nous oublions que le niveau tactique, si nous ne sommes pas alignés, on peut aligner la technologie, mais on ne pourra pas avoir d'impact sur le conflit. Pour conclure, je voudrais insister sur une stratégie commune en Méditerranée. J'ai deux orientations, deux directions, l'Est et le Sud. Deux positions. L'Est, lourd, et le Sud, coopération, présence, et ne pas permettre qu'un vide se crée dans cette région. Merci. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup à la FMS pour l'organisation de cette table ronde et nous donner la possibilité de discuter, de partager et d'écouter et d'apprendre sur les idées de nos alliés, les solutions, les menaces et les peurs et les espoirs qui se trouvent dans la Méditerranée du Sud. Les temps sont de plus en plus difficiles, comme vous le savez, et je ne voudrais pas je vais éviter de répéter ce qui a déjà été dit, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit, particulièrement concernant l'interopérabilité. Nous sommes dans le même bateau et nous sommes dans les mêmes endroits, et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Mais je voudrais orienter mon propos sur quelque chose qui n'a pas été vraiment discuté dans l'environnement militaire, c'est à savoir qu'il est important de prendre en compte les solutions, pour arriver vers les solutions à nos problèmes. L'Europe a besoin d'une stabilité internationale. Si nous voulons poursuivre le bien-être, maintenir le bien-être de nos citoyens, la démocratie, la liberté, et si nous voulons poursuivre cela dans le futur, nous avons besoin de stabilité internationale. Et à l'heure actuelle, nous vivons dans une situation qui est sans précédent. Toute la périphérie de l'Europe est confrontée à des problèmes d'instabilité, de conflits potentiels ou de vrais conflits, tels que cela a été mentionné avec la guerre en Ukraine, par exemple. Et bien entendu, l'OTAN, l'Union européenne, individuellement ou par coalition, essayent de soutenir, d'apporter leur soutien à l'Ukraine pour qu'elle récupère sa souveraineté, sa liberté, et pour qu'elle puisse avoir un futur démocratique. Mais en même temps, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la principale menace à laquelle nous sommes confrontés se situe sur les frontières est de l'Europe. La Russie est vraiment le danger actuellement. Mais disons que j'ai le sentiment, d'une certaine façon, je me sens rassuré parce que l'OTAN fait son travail et ils ont préparé des plans de réaction. Je pense que nous serons prêts pour tout défi auquel nous pourrions être confrontés. Bien sûr, tous nos pays y travaillent pour prouver leurs capacités, etc. Mais, pour dire la vérité, pour moi, le vrai problème pour les pays qui sont en bordure de la Méditerranée, c'est que nous devons porter plus d'attention au sud. Parce qu'à l'heure actuelle, nous savons qu'il y a une instabilité, des conflits dans l'Afrique du Nord, par exemple. Une tension croissante entre le Maroc et l'Algérie, par exemple, la situation en Syrie, en Libye. Et de plus, nous devons réduire cette tension, mais en même temps, nous avons un problème au Sahel, dans le golfe de Guinée également. Donc, mais en raison des circonstances, la situation de cette région a des frontières avec des États fragiles, frappés par la pauvreté et avec un gros impact
sur l'environnement, la dégradation de l'environnement, etc. Et tout ceci va être un terreau fertile pour le terrorisme, l'immigration illégale, le crime organisé. Et donc, c'est un problème croissant. Et donc, si nous trouvons une solution, nous ne trouvons pas de solution, nous aurons dans peu de temps des vrais problèmes. Et ça pourrait être un problème existentiel pour nous. Donc, nous devons vraiment y porter attention. Donc, si on regarde les menaces à la frontière est de l'Europe, plus ou moins, tous les pays ont une perception similaire du problème. Bien entendu, ce n'est pas la perception des États des Balkans ou en Espagne, mais c'est différent. Mais à la fin, nous avons une approche similaire et une seule solution stratégique. Et nous sommes prêts pour une défense collective. Le problème, c'est que à notre sud, la perception est assez différente. Mais les pays d'Europe du Nord ne comprennent pas véritablement notre perception, parce qu'elle est totalement différente de la leur. Par exemple, en Espagne, sur une base quotidienne, nous avons de l'immigration illégale dans les îles Canaries, ou en Italie à Lampedusa, ou en Grèce avec la mer Égée, ou la frontière avec la Turquie, et en Grèce et ailleurs. Donc, la question qui se pose, c'est, vous savez que les États-Unis se sont focalisés également sur la Chine et le Pacifique. Bien entendu, ils surveillent la frontière est de l'Europe, mais ils ne sont pas vraiment concernés par l'Afrique en tant que telle. Et pour moi, avec cette perception différente des menaces, nous devrions faire des efforts pour faire en sorte que tous les pays européens adoptent la même compréhension, la même perception de cette complexité. Et je pense que nous devrons travailler dur. Mais je pense que tous les pays représentés ici, nous avons une compréhension claire du problème, un vrai problème. Et je suis d'accord avec vous, Général. La question, c'est, pour le moment, nous savons que nous aurons un problème, mais je ne sais pas si nous aurons la solution. D'un point de vue militaire, je suis d'accord avec vos déclarations, etc. Mais la question, c'est que, selon moi, si nous créons un cordon sanitaire, si l'on enferme le problème que l'on a au sud, on aura une solution limitée intérieure. Mais il faudra toujours prendre en compte le fait que l'instabilité a besoin de sécurité, d'une bonne gouvernance et de développement économique. Et pas seulement des militaires dans nos pays. Donc, si les militaires de nos pays n'appliquent pas de solution intégrale prenant en compte tous ces facteurs, nous ne trouverons pas de solution et nous pourrons avoir un succès à court terme, mais les problèmes continueront à croître sur le long terme. Et nous devons aller aux sources des problèmes. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, merci au commandant-chef des armées françaises et à la FMES qui a invité l'armée italienne à cet événement important. Le scénario géopolitique actuel, et comme vous le savez, est difficile. Et je risque de répéter malheureusement certains concepts qui ont été mentionnés ici dans nos propos. Mais le scénario géopolitique joue une position dans ce qu'on appelle, nous, une Méditerranée élargie. Des racines historiques sont confrontées à des menaces hybrides d'intensité croissante. Donc, bien sûr, c'est le flanc sud pour l'OTAN et l'Union européenne. Et ces concepts se réfléchissent dans
le concept stratégique NATO 2022 ainsi que dans le programme stratégique de l'Union européenne. L'adoption du nouveau Conseil de sécurité avec le nouveau modèle et l'approbation du plan de défense signifie que nous allons notablement augmenter les capacités et la préparation, le niveau de préparation de l'Alliance contre tout risque, et particulièrement en nous concentrant sur les menaces venant à la fois de l'Est et du Sud de l'Europe. Dans le sud de l'Europe, nous savons qu'il y a des problèmes, l'infiltration de groupes terroristes liés à la déstabilisation de certains pays. Les voisinages sud de l'OTAN est confronté à des défis d'interconnectabilité liés également à l'impact du changement climatique, des institutions locales fragiles, des problèmes de santé et l'absence de sécurité alimentaire. L'OTAN lui-même considère le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations comme la menace transnationale la plus directe pour les citoyens de l'OTAN et, bien sûr, et qui est une menace également pour notre prospérité. En quelques mots, notre attention aux dynamiques des flancs sud est essentielle en raison de l'impact évident sur nos sécurités collectives et individuelles et parce que ceci est une partie significante du futur équilibre mondial que nous voulons jouer. Et il faut trouver une ligne commune entre nous tous et reste délicate, mais c'est délicat. Mais cette approche à la crise ukrainienne nous a montré que l'Union européenne et l'OTAN lui-même peuvent effectivement parler d'une voix. Nous sommes tous dans le même bateau. Je suis mais j'espère que je viens des blindés. J'espère que nous sommes tous dans le même tank. Voilà. Donc, bon, c'est mieux pour un officier de l'armée de terre d'être dans un tank. En raison de la guerre Russie-Ukraine, du conflit russo-ukrainien, il y a une approche complètement différente par rapport à ce qui s'est fait depuis 20 ans, parce que nous avons eu 20 ans d'opération de la paix, globalement, et nous avons découvert l'année dernière que la guerre est en Europe et qu'elle est à notre porte. Et il s'agit là d'un fait qui a un impact sur l'entraînement et la formation des jeunes leaders. Nous avons une génération de jeunes officiers et de combattants qui n'ont pas été, qui ont été utilisés dans des opérations de soutien de la paix, mais seulement des opérations de soutien de la paix. Mais nous devons changer notre état d'esprit et nos entraînements pour maintenant travailler dans une approche liée au combat. Et pour cette raison, l'année dernière, le ministère italien de la Défense a publié un nouveau document politique stratégique qui insiste sur la position officielle de l'Italie dans l'organisation internationale militaire, mais également l'importance de la modernisation des forces armées pour répondre aux défis à venir. Particulièrement, la contribution de l'Italie à la sécurité de ce qu'on appelle la Méditerranée élargie s'exprime en deux dimensions. D'abord, la dimension opérationnelle, particulièrement au niveau de l'OTAN et de l'Union européenne, pour assurer la stabilité politique de la région avec un cadre de sécurité qui permet de combattre l'immigration illégale, On a parlé de Lampedusa, des milliers de gens, tous les gens qui arrivent à Lampedusa, et il n'est pas facile de savoir si parmi ces gens, il y a des terroristes ou des gens qui peut-être ne sont pas très amicaux envers nos pays et nos valeurs. Et en fait, nous combattre les tendances terroristes, mais aussi voir quels sont les pays avec lesquels nous pouvons développer le commerce et la coopération. Ensuite, il y a un système coopératif sur la base d'un plan de coopération internationale et des missions comme EUTM et autres. Dans ce cadre, nous contribuons à une stabilisation de la Méditerranée élargie, la défense italienne, tout en maintenant ce point focal sur la coopération, les initiatives de coopération bilatérale déjà en place, veut porter plus d'attention aux pays du nord de l'Afrique et du Sahel, tout en cherchant une autre région cruciale du continent,
le golfe de Guinée, donc ces pays qui ont une pertinence de plusieurs domaines. Il y a actuellement une ceinture subsaharienne qui vont de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique et qui comprennent le Sahel, le Soudan, la Somalie, donc bien sûr, en plus du Maghreb, qui est fortement influencé par les activités terroristes. Et tous les groupes sont inspirés ou liés à Al-Qaïda et Daesh, ainsi qu'à d'autres formations spontanées qui sont en lien avec des rébellions locales. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Soudan, au Niger? Ce sont simplement quelques-uns des exemples dangereux. En Afrique centrale et de l'Ouest et par le Sahel, ce continent pourrait être partagé en deux en raison d'un vide de pouvoir, du trafic, du terrorisme et des forces de certains pays qui opèrent dans beaucoup de ces pays. L'objectif étant de déstabiliser l'Ouest et toute l'Europe. De plus, cette partie du monde représente le risque de fusion d'entrée par le Sinaï, la Palestine, etc. Et donc, il y aura un front plus large qui devient, bien sûr, un croissant non seulement idéologique, mais également territorial, qui va de l'Afghanistan jusqu'au Moyen-Orient, dans l'Afrique, et qui encercle l'Europe par l'Ouest et le Sud. Ces menaces ont été exacerbées par les résurgences récentes de la question palestinienne et la tension en Syrie, au Liban, où, n'oubliez pas, nous avons la munition Unifade, l'Italie étant l'un des contributeurs les plus importants. Il y a une brigade sur place qui fait toujours des patrouilles actuellement. Ils sont en patrouille sur la ligne bleue entre le Liban, Israël et les espaces entre la ligne bleue et le fleuve de Litanie. Et en dépit des échanges de tirs entre le Hezbollah et les forces armées israéliennes. Je dis que ces menaces et les risques pour l'Alliance, donc qui nous inquiètent déjà pour la guerre en raison de la guerre en Ukraine et bien sûr qui menace le système de l'OTAN et de l'Europe. En quelques mots, il est de plus en plus évident que les futures dynamiques de ces guerres terroristes vont continuer à endommager l'Europe. Et donc, nous sommes ici pour protéger l'identité européenne, nous opposer à l'émergence de radicaux qui veulent s'associer avec l'immigration et l'intégration de populations diverses dans un continent qui a une faible croissance démographique. En conséquence, il serait particulièrement important pour l'Ouest de surveiller ce qui se passe sur le théâtre international, ce qui veut dire la remontée de ces autocrates et des systèmes non démocratiques. Il ne faut pas ignorer le lancement d'un renouveau des activités, de tous les instruments militaires. Il faut qu'ils soient entièrement intégrés et de mesure à participer aux nouvelles confrontations. Par exemple, dans le cyberespace, dans le domaine de la cybernétique et dans l'espace, par exemple, nous devons avoir une interopérabilité pour la capacité de fonctionner dans les domaines traditionnels de façon opérationnelle. Consolider nos capacités de combat, d'être prêt, la durabilité, la logistique et bien sûr l'efficacité globale. Facile à dire, plus difficile à faire, mais merci Général pour votre initiative pour renforcer nos liens entre nous pays du Sud, de l'Europe et de la Méditerranée. Merci. Bonjour, colonel Sozar Kokosh, général en chef des forces terrestres roumaines. Amiral généraux, directeur général Pascal Oster, mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions.
C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous dans ce forum pour parler des questions actuelles et les défis liés au domaine militaire. Nous apprécions le fait que la France tienne cette conférence dans la très belle ville de Toulon, sur les rives de la Méditerranée, et je voudrais vous remercier pour cette invitation, vraiment. La sécurité européenne est étroitement liée à la stabilité de la région méditerranée, y compris le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En conséquence, la dimension de la sécurité méditerranéenne est l'un des composants les plus importants de la sécurité européenne actuellement. Aujourd'hui, pour la Roumanie, les grands défis viennent de la situation de la mer Noire. Mais faisant partie de l'OTAN et de l'Union européenne, mon pays ne peut pas être indifférente à la situation de sécurité en Méditerranée dans toute sa complexité, que nous parlions de menaces liées à l'immigration illégale, au terrorisme, aux attaques cybernétiques ou à la situation actuelle dans les Balkans de l'Ouest ou la guerre dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai la possibilité, l'occasion et l'honneur d'être à partager cette table ronde avec quelques-uns des officiers supérieurs et des commandants les plus prestigieux des armées européennes qui ont conduit les forces armées de France, d'Espagne, de Portugal, d'Italie et de Grèce. À partir de 2022, pour renforcer le flanc est de l'OTAN après l'invasion russe de l'OTAN, les forces françaises sont présentes en Roumanie dans le cadre d'une division internationale à Bucarest. Ce groupe actuellement est déployé dans le centre de formation conjoint pour augmenter rapidement les capacités de combat nécessaires. Les forces terrestres portugaises sont présentes également en Roumanie avec une copine de manœuvre, avec une brigade internationale dans le sud-est. Les forces spéciales portugaises sont en Roumanie et elles s'entraînent avec les forces d'opération spéciales de Roumanie également. Récemment, les armées italiennes et espagnoles ont déclaré leur intention de déployer des forces et des équipements militaires dans d'autres pays à des fins de formation et d'entraînement. Ceci est important pour nous, bien entendu. D'autre part, les forces terrestres roumaniennes et leurs officiers et les troupes, dans le cadre d'un bataillon international sous un commandement grec et en formation au Kosovo. Les forces armées roumaines font également partie d'un groupe européen avec les troupes bulgares et grecs et dans le cadre d'un projet conjoint. Et les forces navales roumaines sont impliquées dans l'opération Sea Guardian montée par l'OTAN en mer Méditerranée. Si nous prenons également en compte la présence de troupes roumaines sur le théâtre d'opération en Bosnie-Herzégovine, nous pouvons considérer que toutes ces zones, tout ceci montre que la région de la mer Noire et de la Méditerranée, nous sommes ensemble, nous vous entraînons ensemble et nous assurons les missions ensemble. C'est une grande opportunité pour nous de développer des forces de combat et de conduire des missions dans le cadre de coopération d'un système de commande-contrôle. Également, c'est un grand défi pour intégrer et faire opérer nos forces dans un ensemble complexe, multiculturel, multinational. Tout ceci démontre que nos pays ont la capacité et la disponibilité de mettre en place des capacités militaires pour nous former dans un contexte pour pouvoir répondre aux défis actuels qui pourraient impacter la sécurité de toute l'Europe. Je vous donne seulement quelques exemples de notre coopération. Dans l'ensemble, les forces armées roumaines apprécient l'initiative française pour ce dialogue méditerranéen, et pas seulement, mais d'un point de vue, d'une perspective civile et militaire, et nous apprécions ce forum de partenariat qui veut contribuer à la sécurité, la stabilité en Méditerranée, et pour le développement de bonnes relations et de compréhension commune entre les pays participants. Bien sûr, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour des
Question. Merci beaucoup, colonel. Est-ce qu'il y aurait des réactions à ce qui a été dit ici sur la scène? Donc, moi, j'ai une question peut-être un peu plus tactique, mais qui me paraît intéressante pour le commun des mortels. La contre-offensive en Ukraine semble rencontrer des difficultés et le scénario terrestre qui est bien connu maintenant. Donc, est-ce qu'il y a un sens stratégique ou opérationnel? Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour les responsables militaires que vous êtes par rapport à cet échec? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui manque à l'Ukraine, à l'armée ukrainienne, pour réussir dans cette contre-offensive? Est-ce que vous avez, dans votre armée, dans vos forces militaires, la capacité de relever une telle contre-offensive, de mener une telle contre-offensive? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant le FMS, vous avez organisé un forum, pardon. Et, on disait qu'il semblerait que l'offensive, finalement, remplace la défense, excusez-moi. Je pense que c'est exactement le contraire de ce que nous... Bon, les autres peuvent commenter. Sur le plan des forces terrestres, pour le moment, la défensive prend le dessus des capacités de l'offensive. Et la différence pourrait être la défense. On est plus sur la défensive. Donc, on parle d'un point neutre, c'est-à-dire l'idée, c'est d'essayer de pénétrer la défense de l'ennemi avec des actifs défensifs à distance. Bon, ça, on a l'avantage en raison de la technologie. Mais le fait de prendre un territoire à l'adversaire, c'est plus difficile maintenant que de défendre le terrain. Bon, on est plus sur la défensive. C'est une évaluation de la situation. On pourra en discuter. Mais pour ce qui est de l'exemple ukrainien que vous avez proposé, moi, je pense qu'il y a c'est une vraie question. Moi, c'est la même question pour mon propre pays. Est-ce que c'est parce que les Ukrainiens sont pas en mesure, pas capables d'utiliser les moyens et les actifs modernes comme on devrait être en mesure de les utiliser? Est-ce qu'ils ne sont pas à la hauteur comme les pays occidentaux modernes ou les armées modernes des pays occidentaux en reposant sur la formation de nos officiers, par exemple, les capacités intégrées multidomaines sur lesquelles on se forme? Est-ce que c'est ça la raison ou est-ce que c'est parce qu'en fait, lorsqu'on est dans la réalité, la guerre réelle, comme en Ukraine, par exemple, il faut prendre l'équipement, essayer de franchir la ligne russe. Est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est parce que... Est-ce que c'est parce que on n'apprête pas la bonne direction? Parce qu'on n'a pas des approches combinées. Est-ce que ça peut réussir dans la réalité, dans ces nouveaux théâtres? Bon, c'est ma question. Est-ce que je pense qu'il nous faut compter sur le fait qu'en combinant tous les actifs à notre disposition, avec des efforts conjoints, c'est-à-dire une intégration multisectorielle, ça donne encore la possibilité. Si vous avez si vous avez les forces permettant de franchir les lignes ennemies. Alors, voyons ce que les Israéliens vont faire dans la bande de Gaza. Ça peut être un contre-exemple par rapport à... Mais c'est une vraie question qui subsiste. Bon, j'ai discuté avec mes contreparties souvent. On dit qu'en Europe, en général, on a oublié
on s'est distancé par rapport aux opérations militaires réelles. Donc, on fait des opérations, mais ce n'est pas la réalité. Alors, ce n'était pas le cas pour les forces grecques, par exemple, du fait que l'on continue à effectuer les opérations traditionnelles militaires. Et c'est la façon qu'on a choisi de combiner les exercices avec nos partenaires de l'OTAN, mais pas seulement. On continue d'une part à conduire des opérations depuis qu'on existe. Et on croit que les opérations requièrent les techniques normales qu'on apprend dans les académies militaires. Évidemment, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'actifs, beaucoup de pouvoir, de puissance. Mais si, d'autre part, par contre, vous avez des équipes bien formées, vous savez, c'est très difficile pour quelqu'un de venir dans votre région. Ça veut dire que dans cette zone donnée, il y avait un manque de formation, un manque de technologie, et il y avait un manque également de commandement. Bon, évidemment, l'évaluation qu'on a était un peu datée, peut-être un peu. Et donc, on avait une mauvaise évaluation. Si on regarde ce qui se passe en Israël, c'est totalement différent. Ce n'est pas une opération militaire traditionnelle, c'est totalement différent. Maintenant, si on revient à votre question, je crois qu'on arrive en hiver, là, saison hivernale, et donc, cette guerre va continuer, il va y avoir des pertes et ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Le message que nous aurions, c'est de continuer à se former par rapport aux opérations militaires. Il faut en revenir à ce que l'on apprend dans nos académies militaires, aux fondamentaux, je crois. Je voudrais revenir au multidomaine, multisectoriel. Et je pense que lorsque les multidomaines est apparu comme concept stratégique, ce que l'on a pu voir, ce qu'on a vu en Ukraine, et avec une guerre à haute intensité auquel on doit être préparé, le multidomaine doit être généralisé jusqu'à tous les niveaux. Parce que l'on parle d'une guerre informationnelle, de la prise de conscience culturelle, des droits de l'homme, des droits de l'humain, des actions humanitaires. On parle de la conjonction du politique, des capacités de soutien, de la santé, les nouvelles choses qui rentrent dans le théâtre d'action. Et là, à ce moment-là, donc, la conjonction de ces nouvelles dimensions où personne n'est laissé sur le côté, il n'y a aucun service qui est laissé de côté. Donc, ceci, il y a l'environnement informationnel qui joue un rôle énorme. Et donc, il faut avoir plus d'unités qui doit commencer au niveau stratégique et justement aller vers la formation, le leadership, tout ce qui est clé sur le théâtre d'action. Je crois que nous sommes tous un peu déçus parce que les forces ukrainiennes n'ont pas atteint les objectifs qu'on attendait. Mais évidemment, les opérations multidomaines, les hautes technologies, toutes ces choses sont essentielles dans la guerre moderne. Mais dans tous les cas, j'aimerais, moi, défendre l'idée ou soutenir encore l'Ukraine, surtout, du moins pour moi, il y avait un enseignement à tirer. Encore une fois,
que la base de l'armée, c'est le soldat. Au début de la guerre, personne ne pouvait penser que l'Ukraine résisterait de cette façon. Ils nous ont donné une leçon. Il ne faut pas oublier que les meilleures technologies aux mains d'un soldat qui n'a pas le courage de défendre son pays, c'est inutile, sans intérêt. Et donc, je pense que, quelle que soit la technologie dont on peut disposer, ne devrions jamais oublier la pertinence du moral de nos soldats. Et il faut toujours se battre pour cela et toujours améliorer cet aspect, parce que je pense que c'est essentiel pour le succès des forces armées terrestres. Oui, vous avez absolument raison. Je pense que nous voyons, nous sommes témoins d'une guerre avec les Russes et les Ukrainiens, avec des technologies modernes, mais en même temps, ils prennent encore, tout ça repose sur les principes anciens de la guerre. La morale, le massif, la surprise et le moral. Et c'est la raison pour laquelle on tire beaucoup d'enseignements de la guerre en Ukraine, surtout en termes d'armes combinées, multidomaines, c'est un gros concept. Bon, c'est multidimensionnel, mais je pense que les armes combinées, donc c'est vraiment ce qui change la donne dans cette guerre. Et nous enseigne à nos juniors, nos leaders, nouveaux leaders, mais également à nos commandements qui ont été déployés, employés dans des opérations de soutien de la paix. On leur réenseigne les principes de la guerre réelle en insistant beaucoup sur le commandement et sur la prise de décision autonome. En 2022, l'Italie, la défense italienne en général, a été définie comme ayant une structure rigide, avec peu d'initiatives, etc. C'est peut-être vrai, ou c'était peut-être le cas, mais je peux dire que nous avons beaucoup travaillé avec la nouvelle génération, avec les jeunes commandements, leur donner l'opportunité, les possibilités d'exprimer de leur propre chef, leurs idées, etc. Dans un monde si complexe et où la guerre est aussi si complexe. Quelqu'un a dit ce matin que pour gagner la guerre, il fallait avoir le soutien des forces aériennes. Moi, je voudrais partager avec vous une idée. Si vous voulez gagner la guerre, il est obligatoire d'avoir les chaussures bien sur le sol. Les bottes sur le sol, ça veut dire des nouvelles capacités. Des capacités, ça veut dire du bon équipement, le personnel, la formation, le contrôle-commande et l'interopérabilité. Et c'est la même chose pour l'armée ukrainienne, l'armée roumaine, etc. Donc, merci. Ah, peut-être une autre réaction, commentaire? Oui, je voudrais vraiment féliciter le chef d'état-major ukrainien qui a publié un document très important, très intéressant il y a 10 jours sur la situation et à propos de l'innovation et sur les actifs, les moyens dont il aurait besoin pour faire la différence vis-à-vis des Russes, en prenant en compte la situation dans laquelle ils se trouvent confrontés. Vraiment un document très intéressant. On est en train de l'étudier parce qu'il est responsable. Il est en guerre et donc l'évaluation qu'il fait est vraiment de première importance, même si nous devons
regarder, prendre beaucoup de précautions lorsqu'on étudie cette situation, parce qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas être repris, mais des éléments qui ne peuvent pas être repris, mais certains autres éléments caractéristiques de cette région du monde. Donc, mais je pense qu'il faut garder nos distances, mais je pense que ce document est vraiment très intéressant. Je vous le conseille. Merci beaucoup. Vous avez répondu à vraiment pas mal des questions qui sont proposées à l'écran. Alors, une question peut-être plus spécifique qui est revenue à plusieurs occasions, c'est l'impact de la dissuasion nucléaire française sur une telle coopération. Comment... Donc, en général, c'est une question qui s'adresse à vous, mais j'en ai une autre qui est plus en ligne avec ce dont on a discuté avant. C'est quelle pourrait être vraiment l'innovation en termes de capacité qui pourrait faire la différence dans 5 ans, peut-être plus, 5 ou 10 ans. Dans un avenir proche, par exemple, qu'est-ce qui pourrait faire la différence en termes de, je sais pas moi, quelque chose de nouveau qui permettrait de changer la donne? Réponse peut-être rapide sur la question de la dissuasion nucléaire. Ben, je vais faire une longue réponse sur la dissuasion nucléaire. Vous savez que la dissuasion nucléaire, le projet où on peut acheter nos équipements. Donc, si on veut s'améliorer, on a besoin de temps. Je suis d'accord avec vous. Il nous faut 5 à 10 ans si on veut changer quelque chose, si on veut changer les systèmes, mais également si on veut former nos personnels pour pouvoir les utiliser au mieux. Donc, je suis totalement d'accord avec Pierre quand il dit que la troisième dimension, l'air, l'aérien est quelque chose dont on doit prendre en compte pour l'avenir proche. Même maintenant, on travaille beaucoup là-dessus aujourd'hui, soit bilatéralement, multilatéralement. C'est quelque chose auquel on doit faire face. Et, bon, pour survivre, la première étape des opérations, c'est la plus importante, mais également, il faut soutenir le rythme. Et pour faire en sorte que pour avoir tous ces systèmes, il faut de l'argent. Et vous avez devant vous quelqu'un qui, mon pays dépense plus de 2% de notre PIB depuis plusieurs années dans le militaire. Donc c'est très cher de maintenir ces forces armées dans l'État. C'est vraiment quelque chose de très, très coûteux si vous voulez avoir des réelles forces armées dignes de ce nom. Alors, quelle est la vision pour les 5-10 prochaines années? D'abord, on a tous, en tant que l'OTAN et pays européens, il faut trouver la manière ou comment on peut arriver à être au même niveau, que tous nos systèmes soient interopérables. La discussion, c'est qu'on a eu dès le début de cette table ronde, se former ensemble, c'est-à-dire que pour le contrôle-commande, pardon. Donc, si vous avez un commandant grec, par exemple, et un brigadier général français et un commandeur de division italien, bon, on devrait chacun avoir la même compréhension, la même approche. Donc, il faut une formation commune. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça veut dire investir, formation commune et contrôler l'espace. C'est l'espace aussi. Chaque jour, il y a vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui circulent autour de la Terre et qui voient parfaitement ce que vous faites. Et donc, il faut avoir cette couverture spatiale. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Donc, nous avons encore 5 minutes. Oui, un petit commentaire. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Et évidemment, l'anticipation, c'est très important. On ne peut pas aller acheter ces équipements au supermarché. Hein.
c'est pas sur les tablettes. Mais même dans les meilleurs des cas, je pense que on ne pourra pas éviter les surprises. Donc, il nous faut également travailler à la résilience, à la capacité de se remettre de... la résilience, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Rapidement, je pense que les commandants d'infanterie, les compagnies d'infanterie, bon, ça représente le boulot le plus difficile dans l'armée, finalement. Parce que pour opérer avec les forces combinées, ces lieutenants, ces capitaines doivent être en mesure de gérer leur compagnie d'infanterie, leur compagnie, possibilité de cavalerie, par exemple, de reconnaissance, en utilisant peut-être des drones. C'est vraiment très dur. Et le tir d'artillerie, les capacités d'engineering, les systèmes de communication. Et bon, on n'est pas des Superman, on ne peut pas tout faire en même temps sans de l'aide de l'intelligence artificielle, par exemple, et d'autres outils de ce type. Je pense que dans 5-10 ans, comme vous le dites, nous devons améliorer toutes ces capacités permettant d'aider les militaires, les jeunes commandants, les jeunes officiers, justement d'approcher le multidomaine finalement, de maîtriser cet espace. Et c'est réellement une mission majeure pour nous tous. Je suis totalement d'accord avec vous tous, mais je prendrais le point de vue que la ressource humaine, l'humain, je voudrais simplement ajouter également la ressource humaine chez les jeunes. On ne peut pas penser à notre avenir sans avoir une bonne connaissance, une bonne compréhension du fait que mon lieutenant, mes lieutenants voient les choses différemment de ce que moi, je voyais quand j'étais lieutenant. Donc, je dois casser ce problème et me mettre à leur place, de rentrer dans leur esprit, d'avoir leur vision. Et ça, c'est, je pense, une rupture importante. Donc, merci beaucoup, général. Et une chose qui m'a frappé peut-être ici, c'est que, pour terminer, je suis probablement pas seul. Je sens le poids sur vos épaules. La façon dont vous soulevez les questions en préparation de la prochaine guerre terrestre. Moi, personnellement, je sens que la gravité, sérieux de vos façons de parler, comment vous cherchez à préciser vos idées, ça nous montre que, on le sait tous, mais on le sent, que la probabilité d'une occurrence d'une guerre pour les gens qui sont sous votre commandement est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'elle était il y a 5-10 ans. Je pense que l'état d'esprit aurait été totalement différent dans un même panel il y a 10 ans. Je suis assez âgé pour le savoir parce que j'ai participé à ce type de panel il y a 10 ans. Donc maintenant, c'est une autre question. Merci beaucoup.